Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Nous allons parler d'économie avec deux invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Oumarou Bari, qui est rédacteur en chef à People TV. Bonjour. Bonsoir Louis. Nos téléspectateurs vous connaissent déjà à travers les magazines que vous présentez sur notre antenne de temps à autre pour le compte de People TV. Avec nous également Grégory Proch, rédacteur en chef du Gris-Gris International. Bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes connu au-delà de nos téléspectateurs puisque vous êtes le dictateur en chef, c'est ça? C'est ce qu'on dit. Adjoint. Le dictateur adjoint. Du Gris-Gris International qui est présent sur la toile, notamment sur Dailymotion et sur son site internet, le grisgrisinternational.com. C'est ça. Et nous allons donc parler d'une nouvelle qui n'est pas réjouissante, c'est le triple A perdu de la France et de ses conséquences pour la zone franc. Triple A qui a été perdu auprès d'une seule agence, hein, c'est Standard & Poor's. Une seule agence, effectivement, qui a décidé de dégrader la note excellente de la France, et deux autres agences ont pour l'instant décidé de garder cette excellente note, et du coup, on se demande qui a raison, qui a tort, et on se dit comment ça se fait que c'est pas le même résultat pour tout le monde. D'accord. Est-ce que c'est ça qui expliquerait la séquence qui triomphe en ce moment sur Internet, où on voit le président français Sarkozy qui peine à répondre à un journaliste, puisque je crois que la scène a eu lieu la semaine dernière, jeudi ou vendredi. Le journaliste manifestement a pris acte de la perte du triple A. Le président Sarkozy n'arrête pas de lui répondre « vous manquez d'informations ». Ça donne vraiment l'impression qu'il n'est pas capable de répondre, mais peut-être que lui savait à cet instant-là que finalement deux autres agences de notation... Peut-être. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quelque temps, on disait, enfin le président et le gouvernement français disaient que ce serait catastrophique si on perd le triple A, et maintenant qu'il est perdu, au moins pour une agence sur trois, et ben finalement, c'est pas si grave que ça. Et honnêtement, moi, je n'y comprends rien. On ne sait pas à qui se fier vraiment. Alors, moi qui suis vraiment un partisan de l'analyse du storytelling, la nouvelle discipline, c'est très intéressant toute cette crise sur le plan du storytelling, parce qu'on parle d'économie partout. Les chaînes de télé économiques, BFM TV, etc. explosent en audience. Sur Internet, tout le monde ne parle que de ça, mais personne ne comprend grand-chose de plus que nous, je pense vraiment. Et néanmoins, on a une histoire. Donc il y a 3-4 mois, dans les journaux français, les confidentiels, qui sont en fait devenus des faux off. C'est par là que la propagande, entre guillemets, se diffuse sous couvert de secrets qu'on nous révélerait. La propagande nous disait même, les confidentiels nous disaient même, pardon, que le président Sarkozy disait en petit comité, si on perd le triple A, je suis mort. J'ai trouvé ça en préparant l'émission. Il a vraiment, en petit comité, il a dit ça. Donc ça correspond exactement à ce que vous dites. Il y avait une atmosphère dramatique, tragique. Il y a 3 mois encore... Et puis, la tragédie grecque est passée par là. La tragédie grecque en était. Et puis ensuite, on a commencé à laisser entendre, dans les mêmes confidentiels, les pages 2 du Canard enchaîné, les pages confi de l'Express, du Point, etc., qui sont toutes autant de haut-parleurs. On commence à nous dire que finalement, on pourrait peut-être... Et puis, comme vous dites maintenant, en fait, ça fait rien. Ça nous fait même pas mal. Et puis, c'est peut-être parce que aussi deux agences ont maintenu cette note triple A. Du coup, au niveau de l'UMP, on commence à crier un peu au complot, à se méfier, à se dire, mais est-ce que c'est pas parce que ce sont des agences... Ils ont tendance souvent, l'UMP, ils ont découvert cette année le complot, c'est leur mouvement. Mais, je sais pas, ces agences de notation, elles travaillent depuis longtemps? Elles existent depuis longtemps. En fait, j'ai fait une petite recherche, et elles existent depuis le début du 19e siècle. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Vidocq, qui aurait commencé, un ancien commissaire de police qui a commencé à créer ces... Français, oui, c'est français. C'était Claude Brasseur dans une série télé lorsque j'étais enfant. Celle-là, je ne connais pas, mais c'est incroyable, puisque ces agences de notation, honnêtement, on n'en a entendu parler que depuis ces quelques mois. Avant, elles n'avaient pas forcément... un grand retentissement sur la scène médiatique. Et Louis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que ces agences de notation, qui sont les mêmes qui ont abaissé la note de la Grèce et qui viennent de baisser la note de la France, elles n'avaient pas su prévoir la crise des subprimes. Elles n'ont pas eu le nez creux, oui, c'est vrai. Sur ce coup-là, qu'il s'agisse de la Grèce qui note les agences de notation? Pour l'instant, personne. Est-ce qu'il y a une charte quelconque? Est-ce qu'il y a une déontologie des noteurs de... Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de se poser la question, je ne sais pas s'il s'agit d'une réflexion à haute voix ou d'un projet, de faire une agence de notation européenne.
Je ne sais pas si cela changerait quelque chose à la donne. C'est inquiétant quand même que l'Union européenne se pose des questions quant aux conséquences une fois qu'elles sont déjà arrivées. Ça paraît étonnant que l'Union européenne, qui est un concept économique par essence, n'ait pas réfléchi, aussi bien chez ses pères fondateurs en termes de réflexion, de prospective, ou plus tard en termes d'ajustement, d'avoir des garde-fous, d'avoir des structures comment je pourrais dire, légitimes, et que ça soit maintenant, c'est-à-dire quand la catastrophe est prononcée, qu'on commence à penser à... Et puisque la catastrophe est prononcée, parlons d'Afrique. Quelle sera la conséquence pour les pays africains? Nous serons les seuls à en parler, parce que ça aussi, nous le disions avant que l'émission commence. On a tous fait des recherches. La presse économique française ou la presse généraliste française avec des pages économiques. Mais ce n'est pas la spécialité première. Il parle d'abord aux Français, je pense, et puis des grands partenaires de la France. Apparemment, l'Afrique ne serait pas un grand partenaire. Bon, c'est un peu étrange quand on sait que le franc CFA, il est en bonne place à Bercy, ici. Et surtout, il faut se rappeler que le président Sarkozy a été élu aussi, parmi d'autres promesses plus ou moins tenues, sur un quasi-postulat. Il a dit avant l'élection, donc je crois que c'était au mois de mars ou février 2007, la France n'a pas besoin de l'Afrique économiquement. Et puis il y a eu le fameux discours de Dakar également sur l'Afrique. C'est une phrase extraordinaire, parce que si la France n'avait pas besoin de l'Afrique, premièrement, y serait-elle? Deuxièmement, je voudrais savoir ce que Vincent Bolloré ou Martin Bouygues ont pensé, ce qu'ils ont ressenti lorsqu'il a prononcé cette phrase-là, parce qu'ils sont bien placés pour ça. Mais ça ne sera pas la première des phrases en l'air du président Sarkozy, puisque de ce que nous savons, il est allé aussi bien au Togo qu'en Guinée, pour ne citer que ceux-là, faire une espèce de chantage sentimental, si on peut dire, en demandant instamment au président en place de favoriser, comme toujours, les entités économiques françaises, donc à savoir... Bon, après ça, c'est de bonne guerre, hein, je pense. Non, mais ça, c'est pas ça que je ne mets pas en question en soi. Je dis simplement que pour quelqu'un qui dit que la France n'a pas besoin de l'Afrique économiquement, il est quand même très zélé dans la réinstallation et la défense des intérêts économiques français. Donc finalement, conséquence ou pas conséquence pour les économies africaines? Il devrait y en avoir. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas forcément la dégradation de la note française qui aura des conséquences sur les économies africaines. C'est plutôt le problème européen. Puisque apparemment c'était une Europe à 27 ou on ne sait plus à combien, qui était très soudée. Et là, en période difficile, on se rend compte que chacun tire la couverture vers soi. Et l'Union, elle est un peu en train de chanceler. Et je me dis que si ça continue comme ça, l'Afrique va vraiment pâtir, parce que on sait que les pays africains, par essence, ils ont une histoire avec l'Union européenne, et ils font la plus grande partie de leur commerce avec l'Union européenne. Et si les pays européens ne sont plus capables d'acheter comme avant, forcément, le prix des exportations, et même les exportations tout court, vont baisser. Et puis de l'autre côté, sauf si les pays africains vendent à d'autres. C'est ce qui se passe avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. C'est ce qui se passe. Mais à mon avis, c'est pas juste la perte du triple A qui va changer quelque chose directement sur la zone franc, pour répondre à votre question. Vous disiez à l'instant que chacun, vous envisagez comme explication que chacun tire un peu la couverture à soi et que l'Union ne marche pas tant que ça. Est-ce parce que chacun défend ses intérêts, ou c'est parce qu'à 27, ça ne peut pas fonctionner? Ah, ça, j'en sais rien, c'est une grande question. Je n'en sais rien du tout. C'est à eux de savoir. Le fait est que, quoi que l'on dise, la plupart des pays africains, le franc CFA, de toute façon, il est adossé à l'euro. C'est-à-dire qu'il y a une parité fixe. Vous voulez dire. Arrimé ou adossé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une parité fixe. Comme le dollar était arrimé à l'or, jusqu'à ce que Nixon le désarrime et commence une espèce de fabrication de fausses monnaies qui dure quand même depuis 1971. Aujourd'hui, on a cette situation qui fait que la santé de l'euro a une conséquence immédiate sur celle du franc CFA. Le fait déjà qu'on exporte en euros et qu'on achète en dollars devrait faire qu'on ait de toute façon une conséquence immédiate. Laquelle sera-t-elle? Est-ce qu'il s'agira de la capacité de facilement exporter, vu que l'euro va probablement baisser par rapport au dollar? C'est surtout une question de prix. Parce que par exemple, s'ils achetaient... je veux dire, un chiffre à 100 euros, et maintenant les gens qui achetaient à 100 euros ne sont plus capables d'acheter à 100 euros, vont l'acheter peut-être à 60,
50, ça fait une perte. Et du coup, les États vont gagner beaucoup moins. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les États africains, ça commence déjà, hein, ils essaient de diversifier un petit peu leurs partenaires et se tourner vers ceux qui marchent bien. Parce que pour l'instant, ceux qui marchent bien, ceux qui montrent un petit peu, qui tirent l'économie mondiale vers le haut, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est le Brésil. BRICS, oui. Voilà, tout à fait. L'Afrique du Sud, oui. Et on peut se dire pour l'Afrique, heureusement que ces pays-là ont besoin encore aujourd'hui de matières premières. Mais ça ne va pas durer. Donc il faut, je pense, anticiper. Anticiper en créant, certains parlaient d'un panier de monnaie auquel pourrait être arrimé le franc CFA. C'est peut-être ça l'anticipation aussi. C'est possible, mais au point où on en est, dans l'espèce de nébuleuse de questions que tout ça représente, il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées, de ce qu'on voit passer sur Internet, parmi les débats qui s'agitent. Tout de suite, évidemment, les grands mots MAUX, la dévaluation, qui fait partie des inquiétudes relatives. La rumeur de cette dévaluation pourrait être amplifiée aussi. D'autant que la rumeur elle-même peut devenir un enjeu, et on sait que les jeux spéculatifs reposent la beaucoup rumeur peut justement précipiter les choses, et du coup, la rumeur peut produire l'événement qu'elle annonce. Elle va produire cette dévaluation, elle peut le faire. Il a même été question, le franc CFA quand même n'est pas l'élément le plus solide dans les économies africaines. Je parle en tout cas celle de la zone franc. Il a été question au fort de la crise post-électorale ivoirienne, il a été envisagé que la Côte d'Ivoire sorte du CFA. Ce n'était pas forcément, de ce que j'ai compris à ce moment-là, une option idéologique, même si des gens comme Mamadou Koulibaly, depuis longtemps, réfléchissent à comment sortir du CFA. Mais c'était lié au fait qu'à l'époque, la coalition internationale essayait d'asphyxier le régime. Et donc, parmi les hypothèses envisagées... C'était plus une réaction qu'un projet. Et de ce que je sais, par contre, sur le plan vraiment informatif, la raison pour laquelle les Ivoiriens n'y ont pas procédé, finalement, c'est une volonté politique du président Gbagbo, qui a refusé. Parce que les jeunes loups de son gouvernement, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont hâte de changer véritablement de société, peut-être eux étaient prêts à faire le coup de force quasiment, et que c'est lui, par égard pour les plus petits pays, parce que la Côte d'Ivoire représente à peu près 40%, on s'entend à peu près 40% des échanges, donc si ce pays-là sort de la zone franc, on imagine parce qu'en fait c'est un jeu suivre, quoi. Un jeu de domino, quoi. Puis c'est un jeu de dupes, parce que ça fait des années qu'on dit aux pays africains qu'il ne faut pas sortir du CFA, en montrant du doigt tous ceux qui s'en sortent mal. Mais on a la preuve là, si la Côte d'Ivoire... Ceux qui s'en sortent mal, parlons-en. Mais même avant cela, puisqu'on a... C'est une question mathématique. Si la Côte d'Ivoire, en sortant du CFA, le tue, c'est donc pas sortir du CFA qui tue un pays. Enfin, c'est les pays qui constituent le franc CFA qui le font vivre ou qui le tuent en s'en retirant. Mais il n'y a pas de condamnation, comme vous dites, Louis, des pays qui en sont sortis, parce que les exemples qu'on connaît sont... Ils ne sont pas si mauvais que cela. Hein. Moi, je prends un exemple, celui de la Mauritanie, qui a été colonie française comme d'autres, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun. Et la Mauritanie a son franc aujourd'hui qui n'est pas le franc CFA, qui n'est pas arrimé à l'euro, et il ne s'en porte pas plus mal que la Guinée ou... Mais est-ce qu'elle pèse économiquement, la Mauritanie? Elle pèse pas, que le Sénégal c'est la question. Oui, est-ce que le Sénégal ou le Bénin pèsent économiquement? Ils ne pèsent pas individuellement, mais ensemble, ils peuvent peser. Peut-être on peut se poser la question. Un pays comme le Rwanda, il a sa banque centrale, sa monnaie propre. Je ne pense pas qu'il fasse de si mauvaises affaires que ça. Non, il fait plutôt de bonnes affaires sur ce coup-là. Vous avez raison. Le Ghana, j'y suis allé récemment, c'est pas un modèle de désordre ni de catastrophe économique. Parce que la question le Maroc aussi, me semble-t-il, est sorti. L'Algérie sont sortis de la monnaie commune ou de la monnaie. Donc la question, elle est là. C'est est-ce que l'Afrique va continuer de réagir par rapport à la situation économique internationale, ou est-ce qu'elle va finalement prendre son destin en main pour dire on est capable de tenir le gouvernail? Quelle serait la solution? Alors, ce serait de créer une monnaie unique, par exemple? Ce serait de commencer déjà à songer à dépendre moins de l'extérieur. Tant que le franc CFA existe... C'est quand même extraordinaire que... Enfin, c'est de la pure rhétorique ce que je fais, mais la monnaie s'appelle franc, alors que les Français eux-mêmes ont abandonné le franc pour l'euro.
il y a quelque chose qui ne marche pas, même en termes visuels, ça ne fonctionne pas, que les pays africains soient encore... Peut-être qu'on est en vue des Suisses cette fois-ci, puisqu'il y a encore un franc suisse. C'est vrai. ça contredit, donc ça, il ne reste plus qu'à installer des banques. Parce que aussi, une des choses qui guettent les pays africains, je parle ceux de la zone franc, vraiment, s'il n'y a pas à terme court ou moyen de l'industrialisation réelle, ces pays-là n'auront comme seule issue que de devenir des paradis fiscaux. C'est-à-dire que faire imaginer qu'ils deviennent des Suisses n'est pas c'est pas une idée. C'est pas une utopie, vous voilà, voulez dire ? Je ne sais pas si c'est pas une utopie, en tout cas c'est pas une hypothèse forcément grotesque. Il y a des pays peuvent légitimement, s'il y a un consensus national, décider qu'au lieu de développer une industrie, de développer de la manufacture, etc., ils développeront un espace économique et financier favorable. Si on n'a pas beaucoup de ressources et de matières premières, c'est compliqué d'en vouloir à un pays qui ferait ce genre de choix. Donc même ça peut... Mais tant qu'il y a le franc CFA, on ne peut pas imaginer qu'un pays décide de devenir seul. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que cette idée de créer une monnaie unique qui est... Du coup, le franc CFA n'existe plus, elle est pas farfelue. Maintenant, il faudra savoir si... faudra se demander... ça fait un parapluie par rapport aux une monnaie commune ou une monnaie unique, parce que c'est, semble-t-il, l'un des débats qui agite finalement l'Europe. C'est que si ça avait été une monnaie commune qui ne mettait pas à bas les monnaies nationales... Moi, je pense que c'est une même monnaie pour tout le monde, qui pourrait être une des solutions. Et puis, parce que si on prend les pays individuellement, bon, on dit que le Rwanda se porte bien, le Ghana se porte bien, l'Algérie plus ou moins bien, le Maroc aussi. L'Angola. Oui, mais si le Cap-Vert. On fait ça à l'échelle mondiale, si on compare, ils ont pas le poids. Ils font pas le poids. Mais c'est qu'il faut des locomotives, de toute façon. En Europe, ou peut-être revenir aussi, alors sur le plan économique, je ne sais pas forcément comment ça se traduit, mais sur le plan politique, dans les années 50, avant la décolonisation, il y avait des grands ensembles. Peut-être que ces grands ensembles structurés politiquement peuvent avoir des traductions économiques. Elles existent un petit peu. Oui, bien sûr. Non, mais elles existent. Mais leur donner un poids plus important, en les africanisant aussi d'une façon ou d'une autre, parce qu'une des questions, c'est qu'à l'intérieur des grandes banques centrales, les Français sont présents. Et les Français jouent un rôle, puisque structurellement, le franc CFA étant donc arrimé, l'ensemble de ces mouvements financiers passe par le Trésor public français. Et donc j'imagine que si le Trésor public français fait cet effort-là, il exige en retour d'avoir, si ce n'est un droit de regard ou un droit de veto, mais au moins une présence dans toutes les grandes assemblées monétaires, économiques et financières de la zone franc. Est-ce que la question aussi, parce que mine de rien, on parle beaucoup des États-Unis d'Afrique, c'est un projet qui est vieux, il date au moins d'avant les indépendances. Prenons l'indépendance du Ghana par exemple, c'est au moment où on a commencé à parler de cela de façon plus pertinente. Ce projet-là, est-ce qu'il ne consisterait pas à abattre également les barrières linguistiques pour, par exemple, ouvrir la CEDEAO, comme c'est le cas déjà, à des pays comme le Ghana, comme le Cap-Vert, comme le Nigeria, qui sont de grosses machines économiques pouvant tirer vers le haut les économies de la Côte d'Ivoire, du Niger ou du Tchad. Mais même au-delà, je veux dire, les relations avec l'Afrique du Sud ou avec tous les pays du Sud impliqueraient les mêmes ouvertures, si je puis dire. Donc, il semblerait que ce soit continental, de toute façon, la solution. A priori. On peut déjà essayer de commencer par les sous-ensembles régionaux qui existent. Je pense qu'il y en a... Il y en a 5. 5 grands ensembles. Et le sixième grand ensemble, c'est la diaspora. Voilà. Et donc, déjà, essayer de constituer des zones solides et puis essayer vraiment de tirer le continent vers le haut. Parce que si les États se renferment petit à petit... ou décident, par exemple, qu'ils vont privilégier leurs intérêts nationaux, à mon avis, c'est pas ce qui va permettre aux populations de s'en sortir. Aujourd'hui, je le répète encore, pour moi, un pays seul ne peut pas faire quelque chose au niveau international. Ils ont besoin d'alliances diplomatiques, mais aussi d'alliances économiques. C'est important de le faire. Et puis surtout, l'Afrique, il y a eu la crise qui est passée par là. On n'en a peut-être pas trop parlé ici parce que c'était pas peut-être un centre d'intérêt, mais l'Afrique s'en est plutôt bien sortie avec un taux de croissance, je crois, fin 2011 à 5-6%. Tout à fait. C'est plutôt pas mal.
mais c'est pas suffisant encore. L'Afrique doit s'industrialiser, l'Afrique doit diversifier ses partenaires et doit essayer de former les gens sur place pour pouvoir tirer les économies nationales vers le haut. Et je pense que c'est en s'unissant qu'on pourra justement avoir une Afrique forte et qui parle d'une même voix. Ça a commencé un petit peu avec le sommet de Durban où les Africains se sont mis ensemble, ont décidé vraiment de parler d'une même voix, mais d'un point de vue économique, c'est encore un petit peu timide. On ne les prend pas forcément au sérieux. Et c'est déplorable puisque je pense que plein d'économistes disent que le 21e siècle, c'est celui de l'Afrique. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on l'a remarqué, les zones de délocalisation, c'était la Chine jusqu'à présent, c'était l'Europe de l'Est aussi, mais toutes ces économies-là commencent à prendre leur envol et forcément, il faudra trouver de nouveaux territoires de délocalisation et pourquoi pas l'Afrique? Il y a déjà beaucoup de choses en Tunisie, ça a commencé. Et puis, peut-être y verrez-vous, Louis, un peu de polémique, mais il me semble que ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, en Libye, cette année, enfin l'année passée, ça me semble être une tentative de réaction à d'éventuelles volontés émancipatrices sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on a quand même repris le contrôle, clairement, de certaines économies, en y remettant des conseillers techniques français partout, en évidemment servant les intérêts français. Donc, il y a mais est-ce qu'on peut en vouloir à la France? Ah non, loin de moi la question. La France défend ses intérêts d'ancienne puissance coloniale. Le premier endroit où elle défend ses intérêts, c'est forcément là où elle est encore présente. Donc ça, à la limite, si on met de côté les questions de personne, c'est-à-dire la forme que ça prend, la France défend ses intérêts et relativement au franc CFA, elle les défendra aussi. Et qui les lui reprocherait. Et surtout pas les Français. Et surtout pas même un certain nombre d'Africains plus cyniques que nous ne pourrions l'être ici, ou plus désabusés, ou plus désillusionnés, qui finiront par penser que la France ne fait que ce qu'on lui permet de faire. Absolument, oui. J'ai rencontré dans ma longue carrière un ancien ministre sénégalais de l'économie qui, sur le franc CFA, il a une formule lapidaire. Elle est horrible. Si nous admettons que nous n'en sommes pas capables, alors le franc CFA est le moins mauvais des compromis. Ça résume un petit peu l'état d'esprit, je pense, pour l'instant. Ça en dit long sur beaucoup de choses, sur l'état d'esprit, sur la réalité économique, sur l'absence de confiance aussi qu'ont ces pays en eux-mêmes. Qui est là pour le coup, je ne veux pas sortir des vieilles lunes, mais c'est un peu ça aussi le legs du colonialisme. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une présence au quotidien, mais c'est de vieilles mauvaises habitudes, comme on dit en anglais, d'under self-esteem. C'est-à-dire qu'on soit dans les télécommunications, dans les médias, dans l'économie, etc. J'espère que les nouvelles générations seront débarrassées de toutes ces préventions, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent toujours parce qu'ils pensent que ça ne marchera pas, qu'on ne peut pas le faire, que si ça n'a jamais été fait... Parce qu'on n'a pas assez de spécialistes pour ça, parce qu'on n'a pas... Les spécialistes commencent à rentrer. C'est une musique qu'on entend. Il faut se le dire, il faut le répéter, qu'il ne faut pas le nier. Ils peuvent investir de loin. Voilà, tout à fait. Il y a de plus en plus de jeunes de la diaspora africaine qui sont formés en Europe, aux États-Unis et même en Asie, et qui décident d'aller rentrer en Afrique et de créer leur entreprise et de participer au développement économique des pays. Et c'est important de le dire, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent des jeunes qui partent en bateau et qui essaient de parvenir en Europe. Et qui ne sont pas des millions, contrairement à ce qu'on dit non plus. Voilà, tout à fait. On ne peut pas nier que ça existe, mais il y a aussi le chemin inverse. Et c'est justement, à mon avis, ces jeunes-là qui peuvent permettre au pays, puisqu'ils ont compris un petit peu, ils ont été formés au système économique européen, américain, ils savent un peu comment ça marche, et revenir en Afrique avec cette sensibilité africaine et cette connaissance des marchés étrangers, ça c'est un plus. Et je pense qu'on devrait les utiliser beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement. Sachant que j'ai pu voir, par exemple, au Sénégal, la Chambre des jeunes entrepreneurs, ils avaient tous des ordinateurs portables, hein. C'était en 2009. Ils étaient tous ultra équipés, au dernier cri, etc. Donc, c'est pas démocratisé. Mais il y a une tranche de population de plus en plus importante qui a accès à tout ça, qui parvient à avoir des bonnes connexions et qui a du bon matériel, et qui donc, à partir de ça, peut produire les mêmes analyses que nous tous, car disposant des mêmes informations. Des mêmes outils. Et avec aussi, peut-être, une soif de liberté et de sortir un petit peu de la francophonie dans ce qu'elle peut avoir d'obsédant parfois, et qui vont aller regarder, on peut l'espérer, tous les exemples du monde. Le monde est vaste, il n'y a pas que l'Occident,
ou la Chine. Il y a le monde arabe, les pays musulmans, ce qui n'est pas forcément synonyme, les Russes, enfin, il y a beaucoup, le Japon. Il y a des économistes africains qui travaillent à des rapprochements avec le Japon. On a beaucoup parlé de la perte du triple A français, mais on n'a pas parlé de la note souveraine des pays africains. Aucune des notes africaines n'a été dévaluée, à ma connaissance. Ni la Côte d'Ivoire, ni la Libye, ni aucun de ces pays n'a été dévalué. Ce qu'il faut dire, je pense à mon avis, c'est qu'elles n'ont pas été évaluées pour la simple et bonne raison que les agences de notation ne portent pas forcément leur intérêt là-dessus et qu'il y a très peu, à mon avis, d'agences de notation spécialisées sur l'Afrique. Je lisais un article assez intéressant ici, et en fait, il disait qu'il y avait peut-être des pays qui sont notés, c'est peut-être, par exemple, nous avons le Gabon, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, l'Ouganda, mais c'est tout. Et c'est pas vraiment des données qui sont assez précises comme peuvent l'être pour les pays de l'Union européenne ou que pour les États-Unis ou pour, par exemple, les pays asiatiques. Et peut-être que là, bon, les agences de notation, elles peuvent essayer de voir ce qui se passe également en Afrique, parce que si elles regardent ce qui se passe en Afrique, elles verront tout simplement que l'Afrique ne se porte pas si mal que ça, et peut-être même mieux que les autres. Et du coup, les investisseurs, peut-être qu'ils viendraient plus souvent en Afrique, parce qu'ils auront justement cette, on va dire, cette approbation, entre guillemets, des agences de notation. Là, on va tomber sur une de mes marottes que je dois à mon vieux maître Christian Daléyer, c'est l'image catastrophique que les médias et l'humanitaire ont contribué à façonner à l'Afrique, qui fait que tout le monde pense, chez les gens occidentaux moyens, à aider l'Afrique, jamais à y investir, jamais à gagner grâce à elle. On pense à soit aider, soit faire des investissements plus france-africains, on va dire, mais jamais à miser. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs français qui arrivent, français, anglais, allemands, qui penseraient, qui sont au courant même seulement, qu'il y a des pays qui ont une croissance à 2 chiffres? Que vous nous le disiez juste avant qu'on démarre l'émission, la bourse de Harare au Zimbabwe est florissante. Que celle du Ghana, que je sais. D'abord, il y a une bourse au Ghana, il y a une bourse au Zimbabwe, il y en a une aussi en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. Il y en a au moins 3 en Afrique du Sud. C'est pas rien, mais moi je suis parfaitement d'accord. Il y a un vrai problème d'évaluation de tout ça. Personne ne se rend compte, et peut-être même les Africains en premier. Non seulement maintenant savent-ils peut-être qu'ils sont riches en termes de ressources, mais être riche en termes de ressources, ça fait juste de soi une victime potentielle pour les autres. Mais ces agences de notation, elles travaillent aussi, parce qu'elles sont mandatées par les États. Et peut-être que les États auraient intérêt à faire ce boulot-là, à essayer de se rapprocher. Produire des chiffres. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a les documents stratégiques qu'ils produisent pour la Banque mondiale, pour le FMI, mais qui doivent être communiqués. Voilà, il faut aller voir ces agences de notation et leur dire, voilà, on vous donne tant d'argent pour que vous évaluiez notre pays, et puis après, ils font le boulot, on va dire. Est-ce que politiquement, tous les leaders africains ont intérêt à ce que ces audits-là soient réalisés? Parce que ça solderait peut-être, certaines fois, des échecs répétés. Moi, je m'en tiens strictement à cette... Non, mais l'hypothèse, je comprends très bien l'hypothèse. En prenant l'hypothèse vertueuse du dirigeant qui a besoin d'être crédible vis-à-vis de sa peur. Ça doit exister, parce que toute l'Afrique n'est pas en guerre. Il ne faut pas exagérer. Si on part sur cet a priori-là, on a une belle image auprès des agences de notation, cela attire des investissements, et là, on a la zone euro qui est quand même en grande difficulté. On peut investir en Afrique après. Si en Europe, ça ne marche plus, l'Afrique est le voisin le plus proche. Tout à fait. Qui a intérêt à ce qu'on n'investisse pas? Puisque pour que la situation se maintienne, c'est que quelqu'un y trouve son compte. Donc, qui trouve son compte aujourd'hui dans le statu quo actuel? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, mais ça me semble être... Et puis l'autre question qui va quand même... je crois que si les agences s'intéressaient à l'Afrique, la note souveraine, qu'est-ce qu'elle apporte de concret? C'est qu'après, on peut emprunter plus facilement sur les marchés boursiers. À des taux plus intéressants. Sans passer par le FMI. Voilà, exactement. Et puis, tout simplement, on joue dans la même cour que les autres. D'accord. Et là, l'Afrique ne joue pas dans cette cour-là, vu qu'elle n'emprunte pas directement sur ces marchés-là. Elle reste dépendante de l'aide au développement, du bon vouloir des prêts de pays qui ont, il faut le rappeler, leurs intérêts, d'abord. Mais aussi dépendante de ces diasporas. Parce que c'est notoire aujourd'hui que des pays comme le Mali vivent plus grâce à ce que les Maliens de l'extérieur font rentrer
que ce que l'Agence française de développement instille dans l'économie malienne. Qui est le plus gros bailleur de fonds. Qui est le plus gros bailleur de fonds. Devant l'État français, d'ailleurs. Oui. C'est là qu'il faut, à un moment aussi, retourner ça comme un miroir vers, là, en l'occurrence, les Maliens, en disant « Vous êtes beaucoup plus riches que ceux qui vous aident. Oui. » Ça doit amener à des réflexions, mais c'est encore un changement de mentalité, puisque ces investissements, par exemple, on fait le transfert d'argent, au lieu d'acheter une voiture, du riz, ils peuvent créer des entreprises, des petits business. Ça, c'est quelque chose... Les voitures ou le riz, c'est bien. Ouais, mais ça peut être plus superficiel. Ça peut être plus superficiel, mais je veux dire que en achetant, je sais pas, peut-être un local ou en essayant d'investir et de faire un investissement productif. Voilà, de créer des petites richesses. Ça, c'est ce qu'il faut. Mais c'est une question que les diasporas devront poser aux populations des pays d'origine. Parce que là, j'ai beaucoup enquêté là-dessus. Tous les Africains non nés en France qui y vivent payent ce qu'on appellerait un peu durement l'impôt du sang. Ils envoient de l'argent. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous ceux que j'ai pu croiser, à certaines périodes du mois, envoient de l'argent. Quand ils sont honnêtes, ils sont capables de soulever tout ce que nous soulevons là quant à ce que ça devient. Néanmoins, ils ne peuvent pas ne pas l'envoyer. C'est en ça que c'est l'impôt du sang, sinon leur image devient catastrophique, etc. Mais ils ne posent, pour l'instant, ils n'ont jamais posé de questions quant à ce qu'on faisait de cet argent. Mais avec tout ce dont vous parliez, c'est-à-dire le fait que leur niveau à eux aussi monte, où qu'ils se trouvent dans le monde, ils vont à un moment demander ce qu'on fait de cet argent, quand ils sauront que cet argent est plus important, par exemple dans le cas du Mali, que ce que déverse l'AFD. Ça, c'est inouï que les gens ne mesurent pas l'énorme potentiel économique qu'ils ont manifestement. Parce que peut-être qu'on leur dit pas assez. C'est ça. Il faut leur dire. Faire ces translations, se rendre compte. Exactement. Mais à côté, des fois aussi, il y a le fait que les États et les diasporas ne travaillent pas forcément sur les mêmes choses de la même manière. C'est-à-dire que les États sont plus soucieux de contrôler les diasporas. Oui, parce qu'il arrive que sur le même projet, on ait à la fois le financement de la diaspora, de l'argent qui arrive pour l'État en provenance de bailleurs de fonds, et on se retrouve sur le même projet avec au moins 3 ou 4 financements. Qu'est-ce qu'on fait du reste de l'argent et des autres projets qui ont été forcément lésés par cet état de fait. Donc, je crois qu'il y a ce besoin de cohésion également en termes d'investissement qu'on devrait avoir entre la diaspora et les... On en parlait tout à l'heure, tout est question. Finalement, l'Afrique s'en sortirait mieux si elle était plus unie. On peut parler des Africains sur le terrain créer des alliances économiques plus solides et puis essayer vraiment de jouer franc jeu et de parler d'une même voix, mais aussi vis-à-vis de la diaspora, il faut leur dire on a besoin de vous. Il faut que le message soit clair. Ça, ils le disent. Hein. On a besoin de vous, qu'il s'agisse des États ou des populations, on le dit. J'entends plutôt venez et après vous donnez ce que vous pouvez et puis après vous repartez. Voilà, j'entends pas rester, on a besoin de vous. On va essayer de vous donner les meilleures conditions pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre correctement. Parce que les gens qui sont aussi en Europe, qui ont un niveau de vie important, qui décident de rentrer en Afrique pour investir là-bas ou pour participer au développement de leur pays, je pense qu'ils seraient plus encouragés, plus enclins à le faire s'il y avait des meilleures conditions. Des conditions d'accueil, toutes ces choses-là, en fait, il faut y penser. Et il faut soulever cette question parce que, en fait, dans tous les débats, des conférences auxquelles on participe par-ci, par-là, on se rend compte que finalement, tout le monde est d'accord, mais au final, tout le monde est d'accord, mais ça ne change pas. Ça ne se traduit pas. Oui, ça ne se traduit pas, quoi. Voilà. Mais parce qu'il faut, j'imagine, des volontés politiques. Et là, pour le coup, on revient à la politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire rien de politicien. Il ne s'agit pas juste de se faire réélire. Il faut des volontés politiques reposant sur de la réflexion, du diagnostic honnête. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que le FMI, la Banque mondiale ou des agences de notation qui s'y prêteraient aujourd'hui nous apporteront le bon diagnostic parce qu'ils ont, comme la France, leurs intérêts propres. Je suppose que l'Afrique est capable de produire ces auditionneurs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, des gens qui établiraient le diagnostic. Non, tous ces chiffres-là existent. Maintenant, il faut les sortir et les coordonner. Voilà, et produire de la réflexion, de l'anticipation, et essayer d'imaginer, parce qu'il y aura même parmi les conséquences positives, il y a beaucoup d'implications. On ne peut pas passer le cap du milliard d'habitants, là, sans que ça n'ait d'implications énormes sur la consommation, l'industrialisation, l'urbanisation. Il va falloir qu'un jour, les capitales africaines francophones
arrive à l'urbanisation sérieusement, parce que ce sera un problème économique de développement. C'est quand on fabrique des maisons et qu'on ne fait pas de trottoirs, et j'ai vu ce cas-là quand même... On fait des routes et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace pour la voirie, il y a un moment, ça a des conséquences économiques. Tout à fait. On ne peut pas investir dans un quartier inabordable. Nous parlions de la capacité à aller emprunter sur le marché à l'international sans passer forcément par le FMI ou la Banque mondiale, parce que c'est quand on est en difficulté qu'on le fait. Mais si l'économie se porte bien, si on a une croissance au-delà de 8%, de 6%, comme c'est le cas pour certains pays africains, alors que la France est à peu près à 3%, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller emprunter de façon sereine sur le marché obligataire international ? Je ne suis pas économiste, mais j'imagine que ça recoupe à peu près tout ce dont nous discutons. C'est que je ne pense pas que l'Occident ait forcément intérêt, aujourd'hui, à ce que les pays africains aillent à Jakarta quand les pays musulmans se réunissent et font des propositions. Car à Jakarta, les pays musulmans ont produit des propositions, mais ils étaient prêts à injecter de l'argent. Mais ils veulent, ça paraît logique, des places dans les instances. Or, pour le moment, on leur refuse ces places dans les instances. Peut-être que les Africains devraient entrer en contact avec ces gens de temps en temps pour voir s'ils ont de l'argent à injecter dans les économies occidentales. Je pense qu'ils peuvent en injecter et que cet argent-là vaut bien celui du développement. Nous avons célébré les cinquantenaires des indépendances africaines, pour la plupart concernant cette fameuse zone franc que nous évoquons. Est-ce que ce n'est pas le moment de poser la question, on a beaucoup parlé de plan Marshall, mais est-ce que ce n'est pas le moment de poser cette vraie question du développement de l'Afrique, de son indépendance économique? Mais vous l'envisagez comment, le plan Marshall? Comme une entreprise de conquête culturelle puis économique des Américains sur l'Europe? Je n'en ai aucune idée. Vous avez évoqué la saga du dollar avec son arrimage à l'or, puis un mécanisme qui lui permettait d'être un peu moins dépendant de la réserve d'or. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre d'autres mécanismes en place pour soutenir le développement du continent? On le dit tout le temps que c'est... On pose toujours cette question. À un moment, je pense que la question, il ne faut plus la poser et puis... il faut y répondre. faut le faire. Il faut le faire et puis si ça ne marche pas, au moins on a essayé. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on essaie autre chose. Mais cette question, on l'entend toujours, on fait toujours des bilans. Voilà, 50 ans après, voilà. 1 an après, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, sur le plan politique. Sur le plan davantage politique. Sur le plan politique, parce que sur le plan économique, je n'ai pas entendu grand-chose pour l'instant. À part constater qu'on est des pays pauvres très endettés, je n'ai pas eu d'autres constats. On se le disait avant l'émission, on l'a dit en début d'émission, ça n'intéresse pas. Mais manifestement, le caractère économique de l'Afrique n'arrive pas, pour l'instant, à attraper les médias, donc le grand public encore moins. Donc essayez d'imaginer toutes les réflexions. Il faut quand même que même les idiots produisent des idées pour que tout en haut, ils finissent par jaillir des idées importantes. Il faut que ça soit des questions qui agitent tout le monde. Or, pour le moment... c'est loin d'être le cas. Donc il faut... Donc on laisse le terrain aux humanitaires et... Non, pas forcément, mais j'imagine qu'il y a plein d'Africains intelligents un peu partout et des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts, par exemple, je suis journaliste, mais quand je cherche des informations d'ordre économique sur l'Afrique, il y a quasiment c'est 80% de médias, les sources ou les documents que je consulte, c'est des médias occidentaux. Et il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, un grand média africain spécialiste de l'économie pour parler de la vitalité du continent. Et ça, c'est important que ces genres d'initiatives de financer des médias de caractère économique, eh ben, elles existent. Parce que si ce n'est pas les Africains qui le font, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire, tout simplement. Et pour l'instant, on pense que l'Afrique, c'est le grand terrain de jeu où on va aller construire des routes par-ci, on va aller s'occuper de ports par-là, des puits, des choses comme ça. Voilà. Et cette information, pour le grand public, ce n'est pas forcément intéressant. Mais pour les Africains, c'est important qu'ils sachent qu'en Afrique, il y a un trésor inestimable. Et le trésor, il ne faut pas chercher loin, il y a déjà les hommes, et il y a tout à faire. Ou à améliorer, du moins. Et tout est sur place. Encore faut-il savoir. Et c'est là, je pense, qu'il faut essayer, peut-être nous aussi, en tant que journalistes, d'essayer de s'intéresser à ces questions. Parce qu'il n'y a pas que les célébrités, le sport. Ça, c'est très bien. Parce que ça va toujours avec l'humanitaire, en plus, d'une façon ou d'une autre. C'est très bien. Mais l'économie, aujourd'hui, c'est très, très important. Et si, il y a plus de 50 ans, maintenant,
la Chine était au même niveau que la plupart des pays africains. La Corée du Sud voilà, également. La Corée du Sud, ben, on voit où ils sont maintenant. Après, on peut critiquer ou pas, mais la Chine, elle dicte un petit peu l'ordre. Elle défend ses intérêts et surtout, eh ben, les Américains, ils n'ont pas intérêt à se fâcher aujourd'hui avec les Chinois. Les Français, ils y vont avec des pincettes, ils négocient. Et voilà, la Chine joue un rôle important. Le Brésil, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, il est pris au sérieux. Il y a tout de suite la structure globale produit tout de suite des contradictions, des oppositions. La Chine, qui, que je sache, n'a pas de passif colonial avec les pays africains, donc il n'y a déjà rien à redouter du passé. Très vite, les médias occidentaux, et les médias français en premier lieu, ont inventé la Chine-Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont, à partir de quelque chose qui existe, qui a été suffisamment analysé, qu'on appelle la France-Afrique, oui, dont on peut vraiment, dont on peut tout dire, hein, on a de quoi faire depuis les travaux du regretté Verschav jusqu'à aujourd'hui, on a de quoi faire. La Chine, nous n'avons que très peu d'informations sur la réalité, parce que moi, les premières fois où je suis allé en Afrique, je croyais que j'allais voir des Chinois partout. C'est pas exactement comme ça que ça se passe non plus. Ils n'ont pas envahi toutes les populations. On m'a dit qu'ils ne se mélangent pas. Moi, j'ai vu au Gabon des Chinois à la terrasse d'un des plus grands cafés de Libreville qui disaient le canard enchaîné avec des Gabonais. Vous prenez le président de la Commission de l'Union africaine actuelle, le docteur Jean Ping. Donc, peut-être pour ça qu'il a été choisi. Mais ce serait une assez bonne raison. Parce qu'il est Gabonais, mais il est aussi chinois. Oui. Ce ne serait pas une mauvaise raison. Et les Chinois, ils aiment bien peut-être... Enfin, c'était peut-être un appel, et que le fait que les Chinois sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'avant en Afrique, quoique, si on regarde vraiment bien l'histoire entre la Chine et l'Afrique, ça fait très longtemps qu'ils y sont, mais du point de vue économique, c'est maintenant qu'il vraiment y a un grand partenariat. Peut-être que c'était stratégique au moment où Jean Ping a été... Peut-être que ça a été la lecture des Africains. Peut-être. Mais globalement, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça nappe un petit peu la presse africaine de pays à pays, cette espèce de façon de parler de la Chine comme si c'était une menace. Alors là, j'ai vraiment l'impression que ce sont les Français qui leur ont dit qu'il faut se méfier de la Chine, ils vont vous faire du mal. Que ça, jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce que les Chinois peuvent faire de pire. Mais l'idée, c'est qu'ils se disent dans les... Enfin, je lis et j'interprète, hein, c'est que vous venez de sortir de l'endettement, vous êtes pays pauvre très endetté, mais on a annulé vos dettes, n'allez pas en chercher à en créer de nouvelles. Et si vous allez vers la Chine pour emprunter, sachez qu'il faudra rembourser un jour. Ce qui est au moins un raisonnement comparable à ce qu'on tient aux enfants. Oui, on n'en est pas très loin, oui. Moi, ils sont assez grands pour faire ce qu'ils pensent être bien pour eux. Voilà. À un moment donné, je pense que les Africains sont... quand je dis les Africains, je parle des dirigeants. À un moment, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de dire moi, je traite avec qui j'ai envie de traiter. D'autant plus que la France le fait, les États-Unis le font. Tout le monde le fait. L'Union européenne a appelé... Tout le monde le fait. On ne dit pas à la France, attention, pourquoi vous allez traiter... avec le Qatar. Avec le Qatar. Pourquoi vous allez traiter avec les Chinois? On leur dit pas ça. On ne leur dit même pas pourquoi vous taisez-vous devant la Chine. Parce que les Français se taisent devant la Chine quand même, globalement. Et ça c'est un partenaire important. Il y a une distorsion du langage médiatique quand même. Là, pour le coup, nous, on a un rôle à jouer, d'essayer d'aller au tampon là-dessus, pour opposer. Je pense que le temps de la critique est passé d'une certaine façon. Maintenant, pour abonder dans votre sens, il faut proposer. C'est-à-dire qu'il faut proposer, même médiatiquement... Je crois même qu'il est urgent d'agir. Ouais, de proposer autre chose, d'aller à la rencontre de ces pays. C'est-à-dire qu'un média africain, pour moi, aujourd'hui, devrait avoir, s'il en a les moyens, bien entendu, mais devrait avoir des correspondants dans les pays scandinaves, dans les pays du monde arabe, en Inde, enfin partout. Au Brésil, en Chine, pour Turquie. Se nourrir de tout ça, échanger, effectivement, oui. Confronter des expériences. Je veux dire, ce qui a marché... Le Brésil a subi le FMI. Comme les pays d'Afrique. Hein. L'Argentine également. L'Argentine également. On les a ajustés structurellement, comme on dit. Que je sache aujourd'hui, ils sont en meilleur état, globalement, que les pays africains. Ils ne peuvent pas s'être trompés tout du long. S'ils ont réussi à se remonter, tout n'est peut-être pas transposable, mais il me paraît évident que le Brésil, pour ne parler que de lui et de sa composante négro-africaine de descendance, a forcément quelque chose à dire aux pays africains. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai rencontré des diplomates brésiliens qui m'ont dit qu'il existe des centres culturels brésiliens
pas forcément là où on croit, c'est-à-dire au Mozambique, en Angola, il y en a peut-être au Nigeria, il y a de plus en plus de centres de coopération afro-brésiliens en Afrique. Et donc, ça veut bien dire que c'est possible de se tourner vers d'autres pays, sans oublier ce qui s'est passé, les relations avec l'Europe, et puis essayer diversifier, diversifier tout simplement. Je ne suis pas un expert de la zone Amérique du Sud, mais il est aussi mis en place des zones d'échange où on procède un tout petit peu autrement, c'est-à-dire où les échanges ne sont pas nécessairement financiers, où on peut échanger des savoirs contre des capacités ou contre des ressources. Des échanges culturels. Ça peut être... J'ai vu Ségolène Royal parler de ça en France, en disant que d'une région à l'autre, on peut avoir des relations de gagnant-gagnant, comme elle disait, sans que ça se traduise financièrement. Si on est capable de le faire au Brésil, sur une partie de l'Amérique latine et en France, il doit être possible que 5 ou 10 pays africains, sur une question précise, se mettent d'accord pour faciliter leurs échanges, etc. D'autant que sur le plan économique, je n'ai pas l'impression que l'Afrique commerce beaucoup avec elle-même. Hein. Non, c'est peut-être 10% de commerce interafricain. Les commerces interasiatiques, c'est presque 60%. Voilà. Et le commerce intereuropéen, c'est aux alentours de 50%. Voilà. Et il y a 54 pays et ils commercent seulement 10% entre eux. Après, on peut trouver... C'est un manque de confiance, c'est quoi? Il y a un problème d'infrastructure déjà, puisque pour relier les pays à un autre, s'il n'y a pas de route, si le prix des transports, par exemple, des marchandises, coûte plus cher parfois que les marchandises elles-mêmes. Ça, c'est quand même un problème très grave. Et puis, quand on parle de l'Union européenne, il y a une chose qui est bien, c'est que quand on a le passeport européen, on peut aller dans n'importe quel pays. Moi, en tant que Guinéen, par exemple, j'ai des difficultés à aller au Congo ou au Cameroun. Il faut que j'aille dans les ambassades, et puis il faut que j'explique, alors qu'un Français, peut-être, il aura plus de facilité que moi. Aller au Sénégal, par exemple. Aller au Sénégal. Il n'a pas besoin de voilà, et c'est une aberration. C'est une aberration. Si les Européens ont décidé de faire le libre-échange, libre circulation, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et ça, nous, Africains aussi, il faut qu'on le comprenne. À un moment donné, de toute façon, les gens bougent. Hein. Les gens bougent. Peut-être qu'ils ne vont pas y aller de manière légale, mais ils vont y aller par les moyens qui existent pour essayer de gagner leur vie et tout ça. Peut-être qu'il faut l'institutionnaliser. La meilleure preuve de ce que vous dites, il y a quelques jours à l'ambassade du Burkina à Paris, une cérémonie pour la présentation des nouveaux passeports, enfin des nouveaux visas biométriques sécurisés. Bon, l'hypothèse avait l'air amusante au début de se dire, il y a une immigration illégale au Burkina Faso, il y a des gens qui souhaitent rentrer illégalement. Mais pour le coup, on ne peut pas stigmatiser ça parce que c'est peut-être, dans le sens de ce que vous dites, une espèce d'anticipation Bien sûr. assez intelligente, une prospective en se disant, ce sont des problèmes qui vont se poser. Mais ils existent déjà, hein. Vous savez, la plupart des Africains, ils immigrent d'ailleurs d'abord en Afrique. Absolument. En Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Voilà, donc en Afrique du Sud, il y a plein de Congolais, il y a plein de Zimbabwéens. Gros des enseignants d'ailleurs en Afrique du Sud, noirs, ce sont les Zimbabwéens. Voilà, donc les Africains bougent d'abord en Afrique. Après, ils vont ailleurs, mais ils bougent d'abord en Afrique. Et ça, les élites... politiques et les économistes doivent comprendre ça, doivent comprendre. Et il y avait aussi quelque chose qui va évoluer, puisqu'on passe le cap du milliard d'habitants et que ça va aller de plus en plus vite. Le nombre gêne. C'est-à-dire les petits pays, les petites entités démographiques ont fatalement des problèmes. C'est mathématique, on produit forcément moins de cadres brillants, formateurs eux-mêmes, etc., quand on est un très petit pays. C'est forcément compliqué. J'ai eu à étudier un peu la Guinée équatoriale. La question de l'éducation dans un petit pays, c'est abyssal. Parce que ça ne peut pas naître comme ça. On ne peut pas décider un matin... D'où la nécessité peut-être de mettre ensemble de mutualiser. Oui. Parce qu'il y a des pays... Je ne vais pas faire l'apprenti sorcier, mais il y a des pays comme le Cameroun où on produit beaucoup d'intellectuels de haut niveau. Le Sénégal. Le Sénégal. Les Ivoiriens, jusqu'à encore récemment, tout ça doit pouvoir profiter... Pas forcément dans une logique communautaire ou même continentale. Non, c'est un échange de savoir, tout simplement. Une logique de coopération, de voisinage. Tous les autres font. Pourquoi on ne le fait pas? La question, d'autant que elle mérite d'être posée. Le véhicule de la langue française, avec tout ce qu'il a comme défauts, qualités et charges historiques douloureuses, peut aussi être un allié, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la zone franc pourrait être aussi un espace dans lequel la langue
permet tous ces échanges beaucoup plus simplement. D'accord. Ben, on arrive presque à la fin de l'émission. Hein. S'il y avait un mot à dire, un mot de conclusion par rapport à cette situation de perte de AAA, du côté d'une seule agence concernant la France sur les trois, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles conséquences cela pourrait avoir pour l'Afrique? Début de discussion, de réflexion sur l'avenir de... Moi, je pense, d'après tout ce que nous avons dit là, ce sont des conséquences forcément positives. Non pas que le drame d'ici produise naturellement de la joie ailleurs, mais ça amène à la prise de conscience, ça amène au diagnostic. Je dirais même qu'il faut presque appuyer un peu sur les plaies, faire un peu mal aux gens en disant, vous voyez, tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous ne faites pas, tout ce qu'on vous prend parce que vous ne faites pas et que vous n'avez pas fait, parce qu'il y a quelque chose de salutaire pour accéder à « ayez confiance ». N'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur, et surtout, c'est pas tant, comme on leur a dit pendant 50 ans, vos pays sont très riches en ressources, parce que la deuxième phrase qui allait avec, c'était toujours « mais c'est vous qui êtes pauvres ». C'est que vous êtes riches, même de savoir, même de... Je veux dire, tous les Africains sont à même d'utiliser Internet exactement de la même façon que n'importe qui d'autre sur Terre, et que cet instrument-là change la donne. Moi, je suis quand même assez optimiste malgré tout. Je suis progressiste et optimiste en me disant la crise de conscience peut amener la prise de confiance, sans mauvais jeu de mots. Parce que les gens manquent surtout vraiment, je pense, de confiance. Pour répondre à la question centrale, donc les conséquences de la perte du AAA sur la zone franc, pour moi, il n'y aura pas de conséquences graves. Simplement, il faut penser que si la France perd son AAA et que la situation de crise persiste dans la zone euro, là, ça pourrait être grave. Et il faut essayer d'anticiper. On a parlé de l'arrimage du franc CFA à la zone euro. Peut-être qu'il y a d'autres... il faut diversifier donc les partenaires, comme on a dit, mais il faut essayer peut-être de penser enfin lancer cette monnaie unique ou essayer de sortir de cette eurodépendance. Voilà, merci. Vous trouvez les mots pour moi. Merci beaucoup, Omar Oubari. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de People TV. Voilà. Je remercie également Grégory Proch, rédacteur en chef adjoint du Grigri International, qui était avec nous, le dictateur en chef. Merci à vous tous qui nous avez suivis, aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de l'émission. Merci à vous qui êtes restés devant votre écran. Et rendez-vous, restez surtout en compagnie de tous nos programmes, en compagnie des programmes de Télé Sud. À bientôt.